Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors comme je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer cette petite vidéo qui va vous permettre de suivre le cours en temps réel. Je vais vous expliquer différentes choses que l'on va voir aujourd'hui et puis vous pourrez me mettre en pause de temps en temps pour pouvoir chercher les exercices et puis après on les corrigera. La prochaine étape c'est l'hologramme dans la classe, voilà, qui viendra faire cours à ma place. Donc aujourd'hui on va parler de l'arithmétique, des nombres entiers. Vous avez déjà entendu parler de ça, même si on ne vous avait pas réellement dit que ça s'appelait de l'arithmétique. Mais lorsque vous étiez petit en 6e, on vous a expliqué ce qu'était la division euclidienne de deux nombres entiers. Donc par exemple, quand vous étiez petit, on vous a donné des problèmes du style une maman fête un anniversaire, il y a 87 bonbons dans un paquet, il y a 12 enfants à cet anniversaire, et donc ce que l'on voudrait, c'est partager ces 87 bonbons équitablement entre ces 12 enfants. Et évidemment, on ne peut pas couper les bonbons, on ne peut pas faire de partie de bonbons. Donc ici, on est vraiment dans le cas où on va utiliser la division euclidienne, c'est-à-dire une division dans laquelle le nombre qui est divisé, c'est-à-dire le dividende, vous vous rappelez de ce mot-là, est un nombre entier. Le nombre qui divise, ici, le diviseur, est un nombre entier aussi, bien sûr. On va trouver un quotient ici, qui sera le résultat, et un reste, qui seront là aussi de nombres entiers. Donc si cette maman veut partager ses 87 bonbons équitablement, elle va poser cette division, on va la faire de tête. En 87, combien de fois 12? Alors vous êtes ici dans le cas où vous devez retrouver ici, vous vous rappelez les vieux réflexes que vous aviez. Donc on égrène la table de 12, d'accord? Et on regarde laquelle de ces valeurs est la bonne. Alors ici, si on fait 7 fois 12, 7 fois 2, ça fait 14, je retiens, 7 fois 1, 7 et 1, 8. Et donc ici, en 87, il y va 7 fois. Et il reste 3. Et on s'arrête là. On s'arrête là lorsque l'on pose une division euclidienne parce que ici, ce que l'on souhaite, c'est un quotient entier et un reste. Et ce reste est toujours évidemment plus petit que le diviseur, sinon ça veut dire que l'on n'a pas fait suffisamment rentrer deux fois le diviseur dans le dividende. Voilà une division euclidienne que vous connaissez depuis longtemps, que vous savez faire depuis longtemps. Quand vous étiez plus petit, vous vous êtes entraîné beaucoup là-dessus. Là, vous constatez que mon reste, il reste des bonbons. Ce reste n'est pas nul. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ici, 12 n'est pas un diviseur de 87. D'accord? Ça veut dire que 87 n'est pas divisible par 12. Puisque lorsque je divise 87 par 12, le quotient c'est 7, mais il me reste 3. Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est ce que l'on appelle des diviseurs et des multiples. Ça aussi, vous l'avez déjà vu. Et on va donc établir une condition sur le fait que des nombres soient divisibles ou pas. La suite, donc, vous proposez la définition de ce qu'est un diviseur ou un multiple, c'est la même chose en fait. Donc on vous dit que lorsque le reste de la division euclidienne d'un nombre entier A par un autre nombre entier B, différent de 0 bien sûr, est égal à 0, cela signifie que l'on peut écrire que A est égal à B fois Q. Par exemple, si maintenant je regardais ici 84 divisé par 12, si elle avait eu 84 bonbons, la maman, et bien ici, ce 84 divisé par 12, 7 fois 12 ça fait 84, et donc il me reste 0. Et donc vous voyez qu'ici, on peut écrire que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient. Le reste ici est nul, il n'y a pas le plus R qui est là. Bon, dans ces cas-là, vous connaissez le vocabulaire. On dit que 12 est un diviseur de 84. On dit que 84 est divisible par 12, ou encore que 84 est un multiple de 12. Tout ça, ça veut dire la même chose, c'est synonyme, d'accord? Tout ça, ça veut dire que 84 est dans la table de 12. Ok? Quand vous étiez petit, vous avez aussi appris des critères de divisibilité, d'accord? C'est-à-dire qu'on est capable de savoir quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, etc., etc. Alors, on va les revoir rapidement. Tout ce que je vous montre là au tableau est bien sûr sur le cahier de texte sur École Directe. Et donc, évidemment, vous pouvez compléter
compléter directement sur le cours si vous l'avez imprimé, ou sinon vous le ferez à la maison quand vous rentrerez à la maison. Alors, les différents critères de divisibilité, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ok, ça c'est important de les savoir parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps et ça peut aussi, pour ceux qui sont un peu en peine avec le calcul mental et tout ça, ça peut bien vous aider. Alors là, je vous avais mis un petit exemple, voilà, que 72 est divisible par 3, parce que 72 c'est 24 fois 3, alors que 74, lui, n'est pas divisible par 3, puisque lorsqu'on fait la division euclidienne, ça fait 24 fois 3 plus 2. Et donc, ça veut dire que 74 n'est pas divisible par 3. Bon, alors, si on n'avait pas voulu poser justement cette division-là, et qu'on voulait savoir directement si ces nombres sont divisibles par 3, il y a une règle que vous connaissez bien depuis longtemps, c'est que un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc par exemple ici, lorsque je fais 7 plus 2, ça fait 9. 9 est un multiple de 3. Donc ça veut dire que 72 est divisible par 3. En revanche, quand je fais 7 plus 4, ça fait 11. 11 n'est pas divisible par 3. Donc 74 n'est pas divisible par 3. On pouvait le savoir sans faire le calcul. Il y a le même critère pour 9 exactement. Si j'additionne la somme des chiffres du nombre, eh bien, il faut que ça fasse un multiple de 9. Si c'est le cas, ça veut dire que le nombre est divisible par 9. Sinon, c'est qu'il ne l'est pas. La divisibilité par 5, vous la connaissez aussi depuis très longtemps. C'est lorsque le nombre se termine par 0 ou 5. La divisibilité par 2, eh bien, évidemment, ici, vous le connaissez aussi. Ça, c'est lorsqu'un nombre est pair. Hein, d'accord? Donc, il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et la divisibilité par 10, c'est lorsque le nombre se termine par 0. Ensuite, on peut combiner tout ça, bien sûr. C'est-à-dire que pour savoir si un nombre est divisé par 4, divisible par 4, on regarde s'il est divisible par 2, et puis le résultat, on regarde à nouveau s'il est divisible par 2. Si un nombre est divisible par 6, on va regarder s'il est divisible par 2, puis par 3. Ou l'inverse, hein, d'ailleurs, ça ne change rien. Etc., etc. Donc finalement, on a la possibilité assez rapidement et de tête de vérifier si des nombres sont divisibles par les premiers chiffres. Et donc ça va nous être utile pour pas mal de choses, vous allez voir. Alors, ça vous l'avez déjà vu, ça vous savez déjà ce que ça veut dire, donc je passe un peu vite. La notion de nombre premier, en revanche, ne vous a pas forcément déjà été introduite, donc on va voir ce que c'est. On dit qu'un nombre est premier, un nombre entier naturel bien sûr, hein, donc ici on parle évidemment de nombres positifs et entiers, lorsqu'il admet exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Ça veut dire, entre autres, que donc ces nombres ne sont dans aucune table à part la leur. D'accord? Donc par exemple, 2, c'est un nombre premier, parce que 2 a comme seul diviseur 2 et 1. On ne peut pas diviser 2 par autre chose que 2 et 1. Quand je dis divisible, encore une fois, ça signifie qu'il y a un quotient entier et un reste nul. On ne parle pas bien sûr de nombre décimaux, là, on est bien d'accord. Hein? Donc ici, 2 est le premier nombre premier, et c'est le seul nombre premier qui soit pair, parce qu'ensuite, tous les autres nombres pairs sont divisibles par 1 et par eux-mêmes, mais sont aussi divisibles par 2. Donc cela signifie bien sûr que ce ne seront pas des nombres premiers. Au passage, ici le chiffre 1, vous remarquez qu'on ne l'a pas mis. Pourquoi? Tout simplement parce que la définition nous dit qu'un nombre est premier lorsqu'il admet exactement deux diviseurs. Or, le nombre 1 n'en admet qu'un seul, qui est lui-même. Donc, ce n'est pas considéré comme un nombre premier. La liste des autres nombres premiers, elle est ici. 3, c'est un nombre premier. 5 aussi. 4, évidemment, non, puisque c'est 2 fois 2. 6, non plus, puisque c'est 2 fois 3. Ensuite, on a 7. 8, non, bien sûr, puisque c'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 au cube, c'est 4 fois 2, si on préfère. 9 est dans la table de 3, 10 est dans la table de 5 et de 2, bref, etc. Et ainsi de suite, on peut établir la liste de ces nombres premiers. Alors, une toute première chose que je vous propose de faire, c'est d'aller regarder ici. Alors, il faut que j'aille chercher, pas évident, voilà. C'est de faire ça ensemble au tableau, puisque normalement, ce que j'ai là, vous devriez l'avoir au tableau. Je suppose que ça va être assez grand pour que vous puissiez le compléter directement. Si ce n'est pas le cas, si c'est trop petit, si vous ne voyez pas bien, vous n'hésitez pas à zoomer, d'accord? N'hésitez pas à zoomer la vidéo. Il faut que vous voyez cette grille qui est ici, bien comme il faut. Cette grille qui est là, on va
s'en servir pour utiliser ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Ératosthène, c'était un astronome physicien, mathématicien qui vivait en Grèce il y a très très longtemps, 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de choses, mais notamment sur les nombres premiers et sur les nombres entiers. Alors, ce que propose de faire Ératosthène, c'est d'essayer de lister les premiers nombres premiers. Ils se sont rendus compte assez rapidement, ces braves gens, que visiblement ça ne s'arrêtait jamais, qu'il y avait une infinité de nombres premiers. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a été très très compliqué pour les mathématiciens à admettre et à démontrer. Donc, mais il y a une infinité de nombres premiers, c'est-à-dire de nombres qui n'appartiennent à aucune table à part la leur. Alors ce que je vous propose de faire, et c'est vous le faites ensemble, vous le faites de concert dans la classe, c'est que quelqu'un passe au tableau et va ici faire ce qui est demandé. Alors, vous n'allez pas reproduire le tableau, vous allez le faire ici directement. On vous dit de barrer le chiffre 1. Ok, donc vous le barrez. Lui, on le barre. Ensuite, on vous dit d'entourer le chiffre 2. Ok. Et ensuite, on va barrer tous les multiples de 2, autres que lui-même. Donc vous allez ensuite barrer tous les multiples de 2. Ensuite, vous allez entourer le premier nombre sur la liste, dans l'ordre bien sûr, qui n'a pas été barré. Et puis ensuite, vous allez barrer tous ces multiples, les nombres suivants, et ainsi de suite. Et ce que l'on vous demande de faire, c'est d'aller jusqu'au bout de cette grille et de dire quelle est la particularité de ces nombres que vous venez ici d'entourer. Vous me mettez sur pause? Je vous laisse faire ça. D'accord? Je vous laisse quelques minutes, ou le temps que vous voulez d'ailleurs, et vous me reprenez après avoir fini. Je suis sur pause. Voilà, vous avez terminé? Alors, ce que vous voyez apparaître ici, eh bien, si je barre tous les multiples de 2 après avoir entouré le 2 ici, alors c'est un petit peu fastidieux, bien sûr, hein, vous l'avez fait là ensemble, d'accord? Il ne faut pas en oublier. Alors, vous avez vu qu'évidemment, si vous avez compris le principe, là il y a toute cette colonne, puisque tous les nombres pairs sont les uns sous les autres. Donc tout cela, ils sont barrés. Tac, terminé. Je vais faire un peu proprement pour ne pas non plus en oublier. Hein. Ok. Alors, quel est le premier nombre ensuite qui n'a pas été barré? C'est 3. On l'entoure. Et maintenant, on va barrer tous ces multiples. Alors, on y va. Il y a 9, bien sûr. 12, il est déjà barré. Il y a 15. Tac, tac, tac. 21. 27. Alors, c'est là que les critères de divisibilité peuvent vous aider, hein, si vous avez un peu de mal. 39, c'est 3 fois 13, par exemple. 9 fois 3, ça fait 12. 41, non, ça ne marche pas. 43 non plus. 45, c'est 3 fois 15. On continue. 51, c'est 3 fois 17, même si ce n'était pas forcément celui que vous connaissiez le mieux. D'accord? 57 ici, 5 et 7, ça fait 12. Donc on barre. Ainsi de suite. Donc on va barrer tous les multiples de 3 qui sont là. Alors je ne veux pas me tromper, bien sûr. Hop, voilà. Si j'en oublie, vous ne pouvez pas me dire, mais 80, bien sûr. 11, 13, on y va, 99. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié, si, 93. Bon, on continue. Premier nombre non barré, c'est 5, donc on l'entoure. Ok, multiple de 5, alors ça va très vite. Le premier qui n'était pas barré, c'est celui-ci. Tac, tous ceux qui se terminent par 0, de toute façon, ils ont déjà été barrés, puisque c'était des multiples de 2. Voilà, etc., etc. Bon, vous avez compris le principe, je pense. D'accord, on va tous... Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Celui-là et celui-là. Ensuite, 7. Alors, les multiples de 7. Alors, 7, c'est pas rigolo parce qu'il n'a pas de critères. Donc là, vous êtes obligé de faire le calcul. Donc ici, on va de 7 en 7. Hein. Donc 14, 21, 28, il a déjà été barré. 35 aussi, il a déjà été barré. 42, il a déjà été barré. 49, ah, lui, il n'avait pas été barré. 56, il a déjà été barré. 63, il a déjà été barré. 70 aussi. 77, il n'avait pas été barré. Tiens, on n'oublie pas. 84, il est déjà barré. 91, ah, celui-là, on n'avait pas. 98, il est déjà barré. On s'arrête là. On continue. Multiple de 11.
Alors pour 11, il y a une astuce, hein, c'est que lorsqu'un nombre est multiple de 11, alors quand il est plus petit que 100, c'est tout simplement qu'il s'écrit avec les deux mêmes chiffres, donc 11, 22, 33, 44, 55, 66, ils sont tous barrés, 77, 88, 99, ils étaient déjà tous barrés. Voilà. Et lorsque c'est des nombres plus grands que 100, il faut additionner les deux extrêmes et ça donne celui du milieu. Bon. 13. On y va. Alors 13, nous avons ici 26. Bon, si c'est un peu long, vous passez la vidéo, c'est pas hyper passionnant ce que je suis en train de faire. 39, ensuite 52, il est déjà barré. Ensuite 65, il est barré. 78, il est barré. 91, il est barré. Bon, ça va aller assez vite. 17. Alors il y avait 34 qui est barré bien sûr. 51 qui est barré. Ensuite 68, là, il est barré aussi. 68, il est là, voilà, ensuite 85, il est déjà barré, on y est, hein, après ça va très vite. Hein. 23, qu'est-ce qu'on a? On a 46 qui est déjà barré, on a 69 qui est déjà barré, et ensuite on a 92 qui est déjà barré, donc c'est pareil. Voilà, 19, ça fera 38 qui est déjà barré, ensuite 57 qui est déjà barré. Ensuite, nous avons 76 qui est déjà barré. Et ensuite 95 pardon, qui est déjà barré, etc. Bon, voilà. Alors, ça y est, je crois qu'on les a tous là maintenant, parce que tout est barré, sauf des nombres qui restent là. Alors, ces nombres qui restent là, voilà, ces nombres-là, eh bien, ce sont les premiers nombres premiers, les nombres premiers inférieurs à 100. Alors en général, on connaît au moins jusqu'à 19, au moins jusqu'à 30, quoi, hein, d'accord, ceux qui sont plus petits que 30. Voilà, et voilà comment Ératosthène a procédé pour cribler, donc, comme ça, les premiers nombres premiers. Voilà, bon. On pourrait faire un petit algorithme sur Scratch, par exemple, là-dessus. On pourrait, voilà, ce sont des répétitions d'une même consigne, là, hein, comme une boucle, donc tout ceci pourrait donner lieu à des algorithmes et de la programmation. Vous verrez ça un peu plus tard. Voilà pour le crible d'Ératosthène. Bon, la suite. En quoi ça va nous servir, nous, et qu'est-ce qu'on va vous demander de savoir faire par rapport à ça? Alors, je retourne sur mon cours. Une des choses qui va nous intéresser cette année, c'est de décomposer en nombre premier tout nombre entier supérieur ou égal à 2. Il y a une propriété qui dit que n'importe quel nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de nombres premiers et que cette décomposition, elle est unique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que n'importe quel nombre entier que vous preniez, on peut l'écrire sous la forme d'une multiplication constituée uniquement de nombres premiers. Le plus simple, c'est qu'on fasse un exemple ensemble, d'accord? Que je vous montre comment on procède. Évidemment, c'est par étapes. Là aussi, c'est algorithmique, hein, d'accord? C'est la même consigne qui se répète jusqu'à ce que. Donc, il y aurait une boucle, d'accord? Tant que. Et ici, on va décomposer le nombre 504 en produit de facteurs premiers. Alors, on commence dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est important de connaître au moins les premiers nombres premiers. Les 10, 15 premiers. En général, une fois qu'on est arrivé à 7, 11, 13, c'est fini. Hein, ça va assez vite, vous allez voir, même si les nombres sont grands. On commence par, ici, regardez si 504 est divisible par le premier nombre premier, c'est-à-dire divisible par 2. C'est le cas évidemment puisqu'il est pair. 504 divisé par 2, ça fait 252. On prend ce nombre-là, ce résultat, ici, et on réitère l'opération. 252, on regarde s'il est divisible par 2. C'est le cas. Évidemment, il est pair, donc on divise par 2, ça fait 126. On recommence. 126 est-il divisible par 2? Oui, ça fait 63. Donc, ici, nous allons continuer avec 63. 63 n'est pas divisible par 2. Donc, on passe au nombre premier suivant. Après 2, il y a 3. Donc, ici, je prends 63 et je le divise par 3. Parce que c'est divisible par 3, bien sûr, ça fait 21. 21 est aussi divisible par 3. Ça fait 7. Et là, vous remarquez qu'on est tombé sur un nombre premier. Le quotient est un nombre premier. Donc ici, on va prendre 7, on va le diviser par lui-même, puisque c'est le seul nombre par lequel il est divisible.
et finalement on se retrouve avec un quotient égal à 1. Et là c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que du coup, regardez, 504 c'est 2 fois 252. Et 252 c'est 2 fois 126. Donc 504 c'est 2 fois 2 fois 126. Mais 126, lui, c'est 2 fois 63. 63 c'est 3 fois 21. 21 c'est 3 fois 7. Et c'est fini. Parce que 7 c'est 7 fois 1. Donc on s'arrête. Finalement, regardez ce qu'on a réussi à écrire. On a réussi à écrire que 504 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Vous pouvez vérifier, ça fonctionne. Et évidemment, lorsque l'on va écrire ceci, on va utiliser la forme la plus compacte, c'est-à-dire on va écrire avec les puissances. Donc c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 7. Voilà la décomposition du nombre 504 en produit de nombres premiers. Et cette décomposition, elle est unique. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite appliquer ça à une application qui est ici. Comment trouver la forme irréductible d'une fraction. D'accord ? Vous allez voir que cette décomposition en facteur premier, elle peut être très utile lorsqu'on vous demande de faire le calcul à la main. Vous savez ce que ça veut dire qu'une fraction est irréductible? Ça veut dire que les nombres a et b n'ont plus de diviseur commun. On ne peut plus diviser a et b par un nombre commun. D'accord? Autre que 1, bien sûr. Donc, si vous avez la fraction 15 sur 28, par exemple, cette fraction, elle est irréductible. Parce que 15, il a pour diviseur 1, 3, 5 et 15, alors que 28 a pour diviseur 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Aucun diviseur commun, donc cette fraction, elle est irréductible. Lorsque vous voulez rendre une fraction irréductible, et que vous pouvez tomber sur des nombres un peu grands, même plus grands que ça, une des techniques consiste à décomposer les deux nombres 204 et 72 en facteur premier, en produit de facteur premier, et ensuite d'utiliser cette décomposition pour simplifier la fraction. Donc, vous avez ici cet exemple que je vous laisse au tableau, d'accord? Et je vais vous laisser ensuite, en vous aidant de cet exemple, rendre irréductible deux fractions, par exemple. Alors, on va dire la fraction 325 sur 56. D'accord? Je veux que vous me rendiez cette fraction irréductible en utilisant la décomposition en facteur premier pour chaque nombre. Et par exemple, la fraction 212 sur 84. Je vous laisse faire ça tranquillement. Vous me mettez sur pause. Et quand vous avez fini, on corrige. Ça y est, vous avez enlevé la pause, vous avez terminé. Alors, on va corriger ici cette décomposition en facteur premier et puis ensuite, du coup, la forme irréductible des fractions. Alors, je vais me mettre sur une page blanche, ça sera mieux. On va décomposer 325. 325, ici, on va regarder s'il est divisible par 2. Ce n'est pas le cas. Donc on va passer au suivant. Est-ce qu'il est divisible par 3? 5 et 2, ça fait 7, et 3, 10. Ce n'est pas dans la table de 3, il n'est pas divisible par 3. Donc on y va, on passe directement à la division par 5. Si je divise 325 par 5, alors vous savez que pour diviser par 5, il y a une astuce. Vous divisez d'abord par 10, ça ferait 32,5, et ensuite vous multipliez par 2. Donc ça fait 65. Ça peut vous faire gagner du temps de savoir calculer comme ça de tête. D'accord? 65, je barre avec lui maintenant. Est-ce qu'il est divisible par 5? Ben oui, ça fait 13. 65 divisé par 5, ça fait 13. Et là, 13, c'est un nombre premier. D'accord? 13, on peut le diviser par 13, ça fait 1. Ce qui signifie que 325, je peux écrire que c'est donc 5 fois 5 fois 13. Et fois 1 qu'on n'écrit pas, bien sûr. Autrement dit, 5 au carré fois 13. Je vais faire la même chose avec 56. 56, on va d'abord le diviser par 2, puisque lui il est pair. Ça fait 28.
Ensuite, 28 est à nouveau divisible par 2. Ça fait 14. 14 est à nouveau divisible par 2. Ça fait 7. Et 7 est divisible par lui-même. Ça fait 1. Donc, ça veut dire que 56. Alors, on aurait pu aller plus vite pour 56 parce qu'on sait que c'est 8 fois 7 et 8, on sait que c'est 2 au cube. Hein. Donc, c'est 2 au cube fois 7. Et donc, qu'est-ce que l'on obtient ici? Eh bien, on obtient une fraction qui, si on veut la simplifier, va donner la chose suivante. Alors, j'efface ici en dessous. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause et de revenir en arrière si jamais je vais trop vite. Donc, on se retrouve avec 325 sur 56, qui va donner donc 5 fois 5 fois 13, sur 2 au cube fois 7. Et là, de quoi on se rend compte? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien qu'il n'y a pas de facteur commun. On ne peut pas diviser en haut et en bas par un même nombre. Donc ici, eh bien, en fait, cette fraction, elle était irréductible. Ça arrive. Et c'est une façon assez rapide et assez simple de s'en rendre compte. Alors évidemment, vous avez l'outil calculatrice qui vous permet d'aller voir si la fraction est irréductible ou pas. Mais on peut très bien vous demander de le justifier. Voilà comment il faudrait faire. Donc la première fraction, elle était irréductible. On ne peut pas aller plus loin. La deuxième, 212 sur 84. Celle-là, on est sûr que non déjà, hein, puisque les deux nombres sont pairs. Alors, on va procéder de la même manière. 212, c'est divisible par 2. Ça fait 106. 106, c'est divisible aussi par 2. Ça fait 53. Et 53, c'est un nombre premier. Vous vous rappelez, on l'a entouré tout à l'heure dans la liste. Voilà. Bon, si vous ne vous en rappelez pas... Bon, vous voyez qu'il n'appartient pas à une table. Hein. Donc ça veut dire que 212, c'est 2 fois 2 fois 53. 84 est divisible par 2, bien sûr. Ça fait 42. 42 est divisible par 2 aussi, bien sûr. Ça fait 21. Et 21, lui, est divisible par 3, puisque n'est plus divisible par 2, bien sûr. Ça fait 7. Et 7 est divisible par 7, il reste 1. Donc c'est fini. Donc comment on peut écrire cette fraction 212 sur 84? 212, c'est 2 fois 2 fois 53. Et 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc en fait, ici, on peut barrer une fois 2 en haut et en bas, et une autre fois. En fait, les deux étaient divisibles par 4 en haut et en bas. Donc on se retrouve avec 53 sur 21, qui est la fraction irréductible, égale à 212 sur 84. Et on ne peut pas aller plus loin. 53 est un nombre premier, de toute façon. Donc on peut voir très rapidement là que ce n'est pas irréductible parce qu'il faudrait avoir ici un diviseur de 53, ou, ce qui n'est pas le cas bien sûr, d'accord? Ou un multiple, mais en tout cas ça ne fonctionne pas ici. Voilà comment on fait pour décomposer un nombre entier en décomposition de facteurs premiers, et comment on peut l'utiliser en faisant par exemple ici, en rendant des fractions irréductibles. Voilà ce qu'on aurait attendu de vous si vous aviez été interrogé là-dessus, au brevet par exemple. Voilà, vous auriez dû être capable de faire cette décomposition en facteurs premiers. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous avez votre tablette, vous pouvez bien sûr le faire. Alors, vous allez faire l'exercice 61, page 54 de votre livre, que je laisse au tableau là. D'accord? Alors, dans cet exercice, on vous demande de décomposer ces deux nombres en produits de facteurs premiers. Et ensuite, à l'aide de ces décompositions, vous allez trouver ce qu'on appelle le plus petit multiple commun PPCM. D'accord? Avant, c'était au programme de 3e, maintenant ça a été enlevé, mais on peut quand même vous le dire. Donc, c'est-à-dire le nombre le plus petit qui soit le plus petit multiple commun à ces deux nombres. D'accord? Et on va vous demander, grâce à cette décomposition, de trouver aussi le plus grand diviseur commun à 84 et 270. Après, je vous dirai à quoi ça sert ça, pourquoi on a besoin de ces notions-là, d'accord? Et après, il vous demande de faire la même chose pour ces deux nombres qui sont là. Encore une fois, je vous laisse me mettre sur pause et je vous reprends quand vous avez terminé. A tout de suite. Mettez-moi sur pause. Vous avez terminé? Alors, ça prend un petit peu de temps, il faut se faire à la technique. On va décomposer 84 et 270 en produits de nombres premiers. Je suis obligée d'enlever l'énoncé, mais vous l'avez sûrement sur vos tablettes.
Alors 84, on y va. Je pense qu'on l'a fait il y a 2 minutes, mais j'ai pas de cervelle, alors je ne sais plus ce que ça donne. Alors 84, on divise par 2, ça fait 42. 42, on peut le diviser lui aussi par 2, ça fait 21. 21 n'est plus divisible par 2, on passe au suivant, il est divisible par 3, ça fait 7. Et 7 est divisible uniquement par lui-même, ça fait 7 bien sûr. Ok, donc ça veut dire que 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. On fait la même chose avec l'autre nombre. Et comme là encore, je n'ai absolument pas de tête, il vaut quoi? Il vaut 270, cet autre nombre. Très bien. Alors on va faire la même chose avec 270. J'efface ici. Voilà. Alors 270, allons-y. Divisible par 2, bien sûr. On commence dans l'ordre, hein, toujours. Même si ça vous saute aux yeux que c'est divisible par 10, tout ça, non. On fait doucement, on fait dans l'ordre. 270 divisé par 2, ça fait 135. Est-ce que 135 est divisible par 2? Non, bien sûr. Alors, on va regarder s'il est divisible par 3. 5 et 3, ça fait 8, plus 1, 9. Oui, c'est bon, c'est divisible par 3. Donc là, alors soit on le fait de tête, soit on réfléchit, soit on pose, etc. D'accord? Assez rapidement, vous allez trouver que ça fait 45. 45, est-il divisible encore par 3? Oui. 45, 9 et 5 et 4, ça fait 9, c'est divisible par 3, bien sûr, c'est 15. 15 fois 3. 15, lui aussi, est divisible par 3. Donc vous voyez qu'avant d'arriver à 5 et à 10 et tout ça, là, voilà. 10 qui n'est pas non plus meilleur. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et donc là, c'est terminé, puisque du coup, 5 est un nombre premier. Quand je divise par 5, ça fait 1. Terminé. Donc 270 ici, il a comme décomposition 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Voilà la décomposition en facteur premier de ces deux nombres. Là encore, si ça va trop vite. Voilà. Ok. Vous prenez le temps de prendre la correction. On va regarder ce qu'il nous demande ensuite. Alors, est-ce qu'on hop, on est ici. Ok. Donc, à l'aide de cette décomposition, on va trouver le plus petit multiple commun, non nul bien sûr, de ces deux nombres. Alors, comment on va faire ici? Pour trouver le plus petit multiple commun à ces deux nombres, on va utiliser la décomposition en facteur premier qui est ici. Alors quoi ça va être utile ça par exemple? De trouver le plus petit multiple commun à ces deux nombres? Eh bien c'est lorsque par exemple vous devez additionner ou soustraire ou comparer des fractions dont les dénominateurs sont 84 et 270. Dans ces cas-là, vous le savez, vous devez trouver le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Alors lorsque on n'est vraiment pas inspiré, on va multiplier 84 par 270, mais dans ces cas-là, ça fait des nombres très gros, ça fait des choses voilà, très complexes. Okay. Alors qu'en utilisant la décomposition ici en facteur premier, on va être capable de trouver ce plus petit multiple commun non nul. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, déjà, hop, on va se remettre sur une page blanche. Ok. Alors, ici, on va... Ah, excusez-moi, je crois qu'il n'y a plus de batterie sur mon truc. Il faudra faire en 2 fois.